de votre invitation, car je crois que cette question du populisme, c'est une question qui est commune aujourd'hui à tous les Européens. Elle part effectivement, comme il vient d'être dit, d'un paradoxe. C'est que nul ne songerait à contester que le principe de la souveraineté du peuple soit effectivement ce qui fonde nos histoires depuis plusieurs siècles. Mais qu'en même temps, paradoxalement, le terme populisme qui en est dérivé semble incarner sa déformation et semble incarner, au contraire, ce qui devrait provoquer l'inquiétude. Je crois qu'il faut constater que cette réflexion sur le populisme se lie à un paradoxe. C'est qu'elle nomme, d'une certaine façon, ce qui est appréhendé comme un danger, ce qui est appréhendé comme une déviation, mais sans que celle-ci soit véritablement définie de façon satisfaisante. Et ce à quoi je voudrais me livrer avec vous, c'est de comprendre justement comment on peut appréhender le populisme à l'intérieur d'une réflexion sur la démocratie et ses transformations. Car effectivement, le populisme naît à l'intérieur des inachèvements, des déceptions, des désenchantements de la démocratie. Et on ne peut pas parler de la question du populisme sans parler de ces inachèvements, de ces désenchantements et de ces déceptions. Il faut aussi constater une chose fondamentale, c'est que cette question du populisme, elle est une question centrale pour l'Europe aujourd'hui. Mais on la voit également comme une question décisive dans l'Amérique contemporaine. On la voit aussi dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, même si, au milieu du XXe siècle, le terme de populisme apparaissait essentiellement lié à ce continent latino-américain, avec le nom de Perón qui en résumait en quelque sorte les modalités. Et maintenant, bien sûr, on peut parler de Chavez, on peut parler de Morales, on peut parler d'un certain nombre d'autres gouvernants qui s'insèrent dans cette histoire et dans cette tradition. Mais il faut partir de ce constat fondamental que l'Europe est peut-être aujourd'hui le continent principal du populisme et que cela doit nous faire réfléchir. Nous ne pouvons pas, en effet, en rester à une forme d'indignation. Il faut avoir l'intelligence de son inquiétude. Il faut avoir l'intelligence de son indignation. Et c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. Le populisme, il apparaît à un premier abord comme ce que certains auteurs ont appelé un style politique. Un style politique pour lequel donc le terme de populisme ne serait rien d'autre qu'un synonyme de celui de démagogie. Un style qui consisterait à flatter l'opinion, à exalter les sentiments faciles, à confondre parfois même le populaire et le vulgaire, l'acclamation et la délibération. Je crois que l'on ne peut pas en rester à cette appréhension du populisme, même si effectivement, chez un certain nombre de leaders qui peuvent rentrer dans le cadre de ce terme tel que nous l'employons dans la langue quotidienne, il faut comprendre le populisme à partir des problèmes de la démocratie. Le populisme, en effet, ne naît qu'à l'intérieur de ces difficultés de la démocratie. Et peut-être même, peut-on dire en introduction à cette conférence, que si le XXe siècle a été celui des pathologies de la démocratie qui ont eu pour nom, au milieu du siècle, celui des différentes formes de totalitarisme, eh bien aujourd'hui, la pathologie fondamentale de la démocratie, c'est celle du populisme. Comment confondre, comment définir le populisme comme une pathologie de la démocratie? On pourrait dire comme une simplification de la démocratie. Sur 4 points. Je les nomme très rapidement avant de rentrer dans le cœur des questions. On peut dire d'abord que le populisme est une pathologie de l'expression collective. Il fait de la démocratie directe et de la sacralisation du référendum la clé d'une démocratie véritablement active. Pensant qu'il y a
le moyen de dépasser les lourdeurs, les pesanteurs de la représentation pour trouver, à travers cette forme du référendum, la vérité définitive de la démocratie. La deuxième façon dont le populisme réduit ou simplifie la démocratie, c'est dans sa considération de la légitimité, considérant que la légitimité, elle naît essentiellement sur le terrain de l'élection, et qu'il faut donc se méfier des contre-pouvoirs, des autorités indépendantes. C'est oublier qu'un pouvoir ne peut être considéré comme pleinement démocratique que s'il se soumet à des épreuves de contrôle, à des épreuves de validation, à des épreuves de reddition de comptes, qui sont à la fois concurrentes et complémentaires de l'expression électorale. Le populisme, c'est enfin, en troisième lieu, une réduction de la question sociale à celle de l'homogénéité et de l'identité. Alors que toutes nos sociétés aujourd'hui s'interrogent sur les règles de justice qui pourraient les gouverner, s'interrogent sur les inégalités qui les traversent, la réponse populiste est de mettre l'accent sur l'identité et l'homogénéité comme facteurs essentiels de gestion de la question sociale et de l'égalité démocratique. En quatrième lieu, la simplification du populisme, c'est d'être, pourrait-on dire, un anti-intellectualisme, en opposant en permanence la vérité d'un bon sens populaire qui serait immédiat, déjà là, à la discussion argumentée, en promouvant en permanence une logique de l'adhésion instinctive au pouvoir contre une vision active et raisonnée de la citoyenneté. Développons ces différentes dimensions et comprenons ce que veut dire l'expression, la compréhension du populisme comme pathologie de la démocratie sous les espèces d'une simplification de celle-ci. Le problème est en effet que personne ne songerait à discuter que la démocratie se définit comme le pouvoir de la volonté générale ou la souveraineté du peuple. Mais la difficulté est que le sujet démocratique que l'on appelle le peuple, les formes d'exercice de ce pouvoir qu'on appelle la souveraineté, les modalités de ce qu'on nomme la volonté générale, sont, elles, entièrement ouvertes, entièrement problématiques. Partons par exemple de cette notion justement de peuple. Le peuple comme totalité, pris au singulier, il est introuvable. Loin de former un bloc dont une unanimité livrerait le secret substantiel, il est une puissance qui apparaît en même temps aussi décisive qu'insaisissable. Et on pourrait, en première approximation, distinguer trois figures de ce peuple. Il y a bien sûr une première figure évidente, c'est celle du peuple électoral, car ce peuple électoral, il se manifeste sous les aspects d'une vérité arithmétique, si je puis dire, un nombre d'électeurs qui s'expriment. Et ce peuple électoral, il a une dimension qui permet de trancher tous les conflits et tous les débats, c'est qu'il existe sous les espèces d'une majorité. Car si une chose est indiscutable, c'est bien celle de la réalité arithmétique d'une élection. On peut discuter sans fin pour savoir ce qui est l'intérêt général, ce qui est bon pour le pays, mais que 51 soit supérieur à 49, cela s'impose avec évidence. Et ce peuple électoral, il exprime une majorité, mais il n'exprime pas la totalité de la société. Dans l'histoire de la démocratie, l'idée était profondément ancrée que dès que les restes des anciens régimes auraient été abolis, les sociétés produiraient des formes de consensus. Or, le phénomène massif de toutes les sociétés démocratiques développées, c'est que ce sont des sociétés dans lesquelles les opinions sont restées divisées, les intérêts partagés, dans lesquels la notion de consensus apparaît extrêmement fuyante. Songeons qu'après 1848, en France, au moment où le suffrage universel masculin, limitation sérieuse, est mis en place,
il y avait l'idée, dans nombre de petits villages, que s'il n'y avait pas l'unanimité dans les élections, c'est qu'il y avait une sorte de vice interne, c'est qu'il y avait une maladie interne à l'intérieur du village, et qu'en effet, si tout le monde s'exprimait avec sincérité, eh bien c'est d'un seul cœur que l'on parlerait. Et l'idée à ce moment-là que la démocratie est liée au conflit, au pluralisme, aux oppositions, n'était absolument pas perçue. Et quand on voit aujourd'hui un groupe, un parti l'emporter par 60% des voix contre 40%, on parle de tremblement de terre. Tant dans nos sociétés, nous sommes habitués à avoir des majorités toujours incertaines et courtes. Mais on peut dire qu'il y a une représentation du peuple comme fiction. On présuppose que la majorité représente la généralité de la société, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit immédiatement qu'il faut trouver le moyen de faire le lien entre expression majoritaire et expression de la volonté générale. Et à ce moment-là, on va convoquer non pas le peuple électoral, mais un autre type de peuple, celui que j'appelle le peuple légal, ou le peuple principe, c'est-à-dire celui qui est exprimé par les règles générales de fonctionnement de la société. Le peuple qui est exprimé non pas à travers des opinions, non pas à travers une sociologie, mais à travers ce qui fonde la vie commune. Et qu'est-ce qui fonde la vie commune? Ce sont l'ensemble des droits, l'ensemble des principes que l'on retrouve codifiés dans une constitution. Et donc, si l'on veut représenter le peuple, il va bien sûr falloir représenter le peuple électoral à travers une majorité, mais il va falloir aussi représenter ce peuple légal, représenter ces principes d'organisation de la société. D'où, dans nombre de pays, le rôle croissant qu'ont connu depuis une trentaine d'années le rôle des cours constitutionnelles. Les cours constitutionnelles, elles sont d'une certaine façon les représentantes de la mémoire de l'intérêt général, alors que la majorité est les représentants, je dirais, des opinions et des intérêts du moment. Et on voit donc dans la démocratie, en même temps qu'il faut représenter des majorités, il faut aussi représenter la généralité de la société. Car la démocratie, elle a un aspect dual. La démocratie, elle est à la fois, puisqu'il faut prendre des décisions, il faut trancher, il faut arbitrer. Et trancher, arbitrer, c'est choisir un groupe contre un autre, à un moment donné. Donc il y a cette dimension, je dirais, tranchante dans la démocratie. C'est qu'un groupe, une majorité, l'emporte sur une minorité, quelle que soit la dimension de cette minorité. Mais il y a aussi cette autre dimension de faire société commune, et donc de représenter une certaine forme de généralité de la société. Donc on voit immédiatement que derrière ce terme de peuple, il y a à la fois, dès le premier abord, ces deux dimensions et cette distinction à faire entre peuple électoral et peuple légal, peuple principe. Après tout, c'est ce que Rousseau disait en opposant l'idée d'expression d'une volonté générale à l'idée de corps civique. Le corps civique, c'est véritablement le corps général, alors que l'élection exprime, je dirais, une addition ou une convergence d'opinions. Mais il y a aussi un troisième type de peuple qui est fondamental, car le peuple électoral, il prend la parole à certains moments qui sont ceux des élections, et donc de façon intermittente. Le peuple légal, s'il est là, présent en permanence, il est à travers des principes qui ne sont pas réinterrogés régulièrement. Mais il y a une autre forme de peuple qui existe de façon plus immédiate. C'est celle que l'on voit presque tous les jours dans tous les pays, c'est ce qu'on peut appeler le peuple social. Ce peuple social qui existe sous les espèces de communautés de protestation, de volonté d'expression, de mise en mouvement de l'histoire. Dans certains pays récemment, comme on voit ce qui se passe sur la place Tahrir au Caire ou dans d'autres pays actuellement. Et donc la représentation, elle ne peut pas simplement être une représentation du peuple pris au singulier. La représentation, elle doit articuler
ces différentes dimensions, ces différentes figures du peuple. Parce que dans la société moderne, le peuple ne correspond pas aux institutions qui l'incarnent. Dans une société d'Ancien Régime, quand la société est comprise comme un corps, vous avez des corporations, vous avez des paroisses, vous avez des communautés, et chaque groupe est à la fois une institution. Et cette superposition de la notion de groupe social et d'institution permet une forme de représentation dans laquelle délégation et figuration se superposent à peu près exactement. Mais dans la société démocratique moderne, nous sommes des sociétés d'individus. Et donner un visage unique au peuple ne peut pas se faire simplement en partant de ces institutions qui seraient le réceptacle suffisant de sa dimension sociale. En tant qu'historien de la Révolution, j'avais été très étonné et intéressé par le fait qu'à plusieurs moments dans la Révolution, on a dit, mais puisque nous faisons la Révolution au nom de la souveraineté du peuple, il faut que nous édifions des statues à la gloire du peuple. Mais le problème était comment représenter le peuple. Alors le peuple, faut-il représenter une grande masse ? On était incapable de trouver une représentation du peuple. On s'est dit finalement, eh bien, il faut représenter sa puissance. Et donc on l'a représenté comme un Hercule. On l'a représenté comme une force active, mais non pas comme un sujet politique sensible. Et passer du principe d'une force active au sujet sensible, c'est la difficulté de toute la démocratie. Et pour faire coïncider ce principe actif et ces réalités sensibles, eh bien, il faut démultiplier les formes du peuple. Et la grande question du populisme, pourrait-on dire, c'est, je y reviendrai tout à l'heure, mais il faut le comprendre dans un ensemble de toutes les pathologies de la démocratie, c'est de prétendre qu'il existe un peuple qui serait simple à représenter, qu'il y a un peuple au singulier, alors que le peuple, c'est toujours une réalité fuyante qu'il faut approcher de différentes façons, qu'il faut approcher de différents biais. Et ceci d'autant plus que le peuple n'est pas simplement une réalité sociale immédiate, le peuple c'est aussi une histoire, c'est aussi une construction collective, c'est aussi un récit qui se construit. Et cela c'est un facteur décisif dans la démocratie. La démocratie articule des temporalités différentes. Il y a des temps de la décision, mais il y a aussi des temps beaucoup plus longs de la construction collective. C'est ce qui fait d'ailleurs la distinction entre une décision commune et une volonté collective. Une décision, elle est opérée à un moment donné. Si on vote dans un référendum, on tranche une question immédiatement. On n'a pas à revenir dessus. Mais si on veut construire une volonté, la notion même de volonté, c'est l'articulation dans le temps d'un projet. La décision est épuisée, si je puis dire, dans le moment où elle se prend, alors que la volonté est une fonction longue du temps. Et d'une certaine façon, le populisme, c'est d'abord cela. Le populisme, c'est d'abord cette simplification du sujet démocratique et cette simplification des temporalités distinctes de la démocratie. Mais c'est aussi, à côté de cette simplification, je dirais sociologique, d'une certaine façon, une simplification procédurale. Cette simplification procédurale, elle s'exprime d'abord sous les espèces de la réduction de l'idée de volonté commune, de volonté collective, à celle de décision immédiate. Mais elle se lie également à la prétention ou l'oubli qu'il faut beaucoup d'institutions différentes pour représenter l'idée même de généralité collective. Car dans la vie politique ordinaire, jamais le gouvernement représentatif ne peut parfaitement représenter la volonté de tous. Il faut donc multiplier les institutions qui permettent de penser la généralité. Et une des inventions fondamentales de la démocratie,
c'est de dire que si le pouvoir de tous est difficile à réaliser, il doit parfois passer par le fait de construire des institutions qui n'appartiennent à personne, sur lesquelles personne ne peut mettre la main, puisqu'il est difficile positivement de définir ce qui est l'intérêt général, on peut le définir négativement, à partir du principe d'impartialité, c'est-à-dire des institutions que personne ne peut s'approprier, alors qu'une majorité peut s'approprier des institutions de type électoral. Je crois que nous avons besoin, pour en prendre la mesure, d'asseoir une critique du populisme sur une théorie avancée de la démocratie. Une théorie avancée de la démocratie, c'est une théorie de la démocratie qui prend en compte le fait qu'elle est fondamentalement indéterminée. Que la démocratie est indéterminée parce qu'il faut définir en permanence, justement, les figures et les formes fluctuantes et différentes de ce peuple. Elle est indéterminée parce que l'expression de la souveraineté collective, sa représentation, sont toujours d'une manière ou d'une autre approchées, qu'il n'y a pas de one best way de la démocratie, mais que pour l'accomplir, il faut démultiplier les formes qui la représentent. Il y a ensuite, dans ce qu'on peut appeler le populisme, une pathologie ou une simplification de la représentation. La représentation, elle est toujours difficile pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a une tension entre deux définitions de la représentation. La représentation peut vouloir dire un principe de figuration, c'est se sentir exprimé par un pouvoir, se sentir exprimé par des candidats, qu'ils parlent le même langage que vous, qu'on ait l'impression qu'ils portent nos problèmes, qu'ils expriment adéquatement ce que nous ressentons et ce que nous vivons. Donc ça, c'est la représentation, je dirais, comme principe de figuration. Et le bon représentant, à ce moment-là, c'est celui qui, en quelque sorte, le double valorisant de l'électeur, qui donne un sens à son existence, qui porte une parole, qui redouble ce qu'il vit de façon sensible. Mais d'un autre côté, la représentation, c'est aussi un principe de délégation. La représentation, c'est décerner un permis de gouverner. Et la grande difficulté, c'est qu'il y a un petit peu une tension, une contradiction entre ces deux définitions de la représentation. Parce que la représentation figuration, celle qui chante les vertus de la proximité, de la présence, elle est surtout mise en avant dans la période électorale, alors que celle qui est de l'ordre de la délégation, du permis de gouverner, elle est surtout valorisée dans le temps du gouvernement. Et donc, dans toutes les démocraties, il y a une tension entre le langage de la campagne électorale et le langage du gouvernement. Il y a une tension structurelle entre ce qui est valorisé dans le moment de la campagne et ce qui est valorisé dans le moment du gouvernement. La démocratie, elle est tendue en quelque sorte entre ces deux moments-là. Souvenons-nous de ce qu'était le mot d'ordre qui avait été celui d'Obama lors de sa première élection. Son slogan, c'était « Yes, we can ». C'était le sens que le propre, justement, du langage politique, c'est d'ouvrir une brèche, de montrer qu'il y a un avenir, alors que dès qu'on est gouvernant, c'est de dire « No, we cannot » ou « Unfortunately, we cannot ». Donc, cette contradiction, il faut la prendre en compte. Il n'y a pas une vérité du langage démocratique qui pourrait se limiter à être simplement le langage des gouvernants ou être simplement le langage de la proximité. Cette tension entre gouvernement et proximité, elle est absolument essentielle. Elle est d'autant plus essentielle qu'on ne peut pas imaginer un pouvoir qui serait l'incarnation de la société.
Or ça, c'est en quelque sorte une idée sous-jacente aussi au monde populiste. C'est qu'il y a des représentants qui sont toujours des traîtres, des représentants qui prennent leurs aises avec la population, et que le bon représentant, c'est celui qui est l'incarnation du peuple. Non pas le délégué, mais l'incarnation. Dans la campagne électorale qui vient de s'achever, j'ai régulièrement lu les discours de Chavez. Et le cœur du discours de Chavez, je ne mets pas en cause le reste de sa politique, ça n'est pas mon objet, mais le cœur du discours de Chavez, c'était de dire dans ses meetings, je ne suis pas Chavez. Celui que vous avez en face de vous, c'est chacun d'entre vous. Je ne suis qu'un double valorisant de vous-même. Je ne suis que la modeste incarnation de ce que vous êtes. C'est ce que disait déjà Evita Perón lorsqu'elle était accusée par des journaux conservateurs de vivre dans un luxe insensé. Et Evita, parce qu'elle avait des tenues de soirée extraordinaires, extravagantes, des milliers de chaussures, etc. Et Evita Perón n'hésitait pas à aller sur la place publique et à dire « Comment, peuple, vois-tu? On m'accuse d'avoir tous ces biens, mais est-ce que le peuple n'a pas le droit d'avoir des belles chaussures? Est-ce que le peuple n'a pas le droit d'avoir des belles robes? Est-ce que le peuple n'a pas le droit au luxe? Si, eh bien, prends-le, ces chaussures, prends-le, ce luxe, il est le tien, je suis l'image de ce que tu devrais devenir dans l'avenir. » Cette idée de l'incarnation, elle a été commune à beaucoup de pathologies de la démocratie. On l'a retrouvée au XIXe siècle dans le césarisme. Napoléon s'appelait lui-même l'homme-peuple, celui qui n'est pas simplement le serviteur du peuple, mais qui est le cœur du peuple, l'image du peuple, son double en quelque sorte, son expression extérieure. Et c'était aussi toutes les théories de l'incarnation dans bien des régimes de type totalitaire. Je crois donc qu'il y a ensuite cette simplification de la représentation sous les espèces de l'incarnation, c'est-à-dire d'un leader dont la qualité, c'est d'être au-delà, si je puis dire, de la délégation. Il y a enfin une simplification de l'identité collective. Nous sommes dans des sociétés d'individus dans lesquelles il faut composer deux objectifs différents. Il faut composer un objectif où chacun souhaite voir reconnu, affirmé, respecté sa dignité personnelle, la singularité de son histoire, et en même temps exister comme membre d'une communauté. Et cette tension entre l'aspiration légitime et positive, signe d'émancipation, à la singularité et la nécessité de faire communauté, elles sont nécessairement en tension dans les sociétés contemporaines. Et on peut dire que le message du populisme, c'est de dire que la réponse à cette tension, c'est l'homogénéité, c'est l'identité. Cela signifie qu'au fond, on pense que la question sociale, elle n'est pas celle des règles de justice. La question sociale, elle n'est pas celle de l'État-providence. La question sociale, elle est celle de l'homogénéité. Il est vrai là qu'il y a un sujet de réflexion fondamental pour les sociétés, surtout européennes contemporaines. C'était un sujet de réflexion notamment dans les sociétés scandinaves actuellement. Les sociétés scandinaves ont été des sociétés dans lesquelles l'État-providence était parmi les plus développées d'Europe, mais en même temps qui étaient parmi les sociétés les plus homogènes. Et c'est pour cela que les partis populistes sont spécialement puissants en Europe du Nord. Parce qu'ils disent c'est parce que nous avons perdu notre homogénéité que l'État-providence se délite. C'est parce que nous avons perdu cette homogénéité que la vie commune est rendue plus difficile. Mais c'est faire fi du fait que c'est ce qui rend la vie commune difficile, ça n'est pas l'existence de certains groupes. Ce qui rend la vie commune difficile, c'est les projets spécifiques des différents individus. Ce qui rend la vie commune difficile, c'est qu'il y a à la fois cette volonté d'exister comme individu singulier, de mener sa barque et d'être reconnu comme tel, et de pouvoir faire société globalement.
Ces quelques remarques sur, je dirais, les principes autour desquels s'appuient et s'organisent les différents partis ou les différentes forces populistes en Europe, mais on pourrait dire également dans le monde, parce que le Tea Party, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, ce mouvement très puissant aux États-Unis qui vise à contester l'État-providence le conteste au nom du fait que la solidarité n'a de sens que si elle s'exerce au sein de personnes et de populations qui se ressemblent, et que cela est actuellement une des tendances fondamentales. Mais que ce populisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, il faut le considérer comme ayant une histoire aussi. Il n'existe pas d'aujourd'hui. Ce populisme, on l'a vu naître déjà dans l'Europe de la fin du XIXe siècle. On l'a vu naître dans l'Europe de la fin du XIXe siècle, à un moment qui était celui de la première globalisation, de la première mondialisation. À un moment où, après ce démarrage du capitalisme libéral du XIXe siècle, les inégalités étaient montées en flèche. À un moment aussi où le contrat social vacillait entre, je dirais, forces conservatrices et montée en puissance de forces révolutionnaires. Et dans ce contexte-là est né, je dirais, le premier âge du populisme. Et ce premier âge du populisme, il a eu deux ressorts essentiels, deux messages essentiels. Le premier message, c'est de dire que la question économique n'existe pas parce qu'elle peut être résolue par le protectionnisme. Donc on peut parler de national-protectionnisme. Et cette idée de national-protectionnisme, elle a été un des emblèmes de celui qui a fondé en France le nationalisme moderne, Maurice Barrès. Barrès disait « Le nationalisme ne peut se définir sur le terrain économique que comme un protectionnisme ». Mais Barrès disait aussi, et c'est la seconde dimension de l'histoire du populisme, Barrès disait aussi « On ne peut construire la solidarité qu'en expulsant ceux qui ne nous ressemblent pas ». Le premier livre de Maurice Barrès, publié en 1893, au moment d'élections législatives très sensibles en France, qui montrent véritablement un tournant, avait pour titre simplement « Contre les étrangers ». Ce livre de Maurice Barrès de 1893 a été écrit dans un paysage où il y a eu de nombreuses associations qui avaient pour nom « Association pour la protection du travail national ». Tout un ensemble de termes, des éléments de langage que l'on retrouve communément aujourd'hui. N'oublions pas non plus que dans l'Europe de cette période, il y a eu de très nombreuses et puissantes violences entre ouvriers de nationalités différentes. Dans la France de 1890 à 1900, il y a eu, dans le sud de la France, de nombreux pogroms, pratiquement, contre les ouvriers italiens. À Aigues-Mortes, il y a eu une bataille rangée entre ouvriers italiens et ouvriers français qui a fait près d'une centaine de morts. En Belgique, c'était sur la frontière nord avec des Belges ou avec des Allemands. La frontière espagnole était plus hermétique à l'époque. Donc, cette question du populisme, elle est une question récurrente. Et cette question récurrente, elle est même plus large que celle du populisme. Elle est celle des difficultés de la démocratie. Si on veut bien comprendre le populisme, il ne faut pas en rester simplement au terme populisme. Il faut agrandir l'image. Et agrandir l'image à partir d'une réflexion sur les difficultés de la démocratie. Les difficultés de la démocratie qui tiennent à ces contradictions structurantes, qui tiennent à ces tensions entre le court terme et le long terme, qui tiennent à ces tensions entre le local et le global. Voyons ce qui se passe en Europe aujourd'hui, presque partout en Europe, alors même que l'on appelle à plus en Europe, dans la communauté européenne, dans l'Union européenne,
alors même que de nombreuses voix en appellent à plus de solidarité entre pays. On voit cette solidarité se défaire à l'intérieur de chaque pays. On voit les Flamands ne plus vouloir faire État-providence avec les Wallons. On voit les gens d'Italie du Nord ne plus vouloir supporter le poids du Sud. On voit les Catalans considérer que leur niveau de développement économique supérieur n'a pas de raison d'être partagé avec les autres. Et on le verra bientôt avec, en Écosse, dans le nord du Royaume-Uni, avec ceux qui considèrent que le pétrole de la mer du Nord n'est pas partagé par tout le monde. Donc, on a là une forme de séparatisme qui est à l'œuvre. Et je crois que cela doit nous faire réfléchir sur ce que veut dire aujourd'hui l'État-nation. L'État-nation, dans sa vérité historique, il est né de la décomposition des empires. L'État-nation, il est né du constat qu'on ne pouvait pas faire la catholicité au Moyen-Âge, qu'on ne pouvait pas faire l'universalisme, qu'on ne pouvait pas faire un gouvernement mondial, même si à un moment l'Empire, Saint-Empire romain germanique, a rêvé de l'être, et qu'on a pensé qu'il fallait en quelque sorte expérimenter l'universalisme dans un espace plus limité. Et l'histoire de la nation, c'est ça, c'est une expérimentation limitée des valeurs universelles. Mais nous voyons aujourd'hui qu'il y a une désagrégation de ce qui a été l'espace historique de cette expérimentation. Que cela a été, en Europe, quelque chose de tout à fait décisif historiquement et qui se défait aujourd'hui. La tentation est grande aussi d'aller vers ce qu'on pourrait appeler une forme de démocratie illibérale. Cette forme de démocratie illibérale, elle prend bien des visages en Europe. Indépendamment même du populisme, parce que je ne pense pas que le terme de populisme puisse lui être adressé, nous avons la définition de la démocratie dite souveraine, telle qu'elle est donnée par Poutine. La forme de la démocratie souveraine donnée par Poutine est très simple. Elle consiste à dire la légitimité électorale est un permis de gouverner sans discussion. En partant d'un principe qui doit faire réfléchir, Poutine dit exactement ce que Napoléon III disait aux journalistes. Poutine leur dit « Mais qui êtes-vous, journalistes? Vous êtes simplement un groupe d'intérêts privés. Moi, je représente un intérêt général. Vous, pour reprendre une formule de Napoléon III, vous n'êtes que l'alliance d'un talent et d'un capital. Et si vous n'êtes que l'alliance d'un talent et d'un capital, cela veut dire que vous représentez un intérêt spécifique, un intérêt spécial, un intérêt particulier. Et donc que vous muselez, ça n'est pas une entreprise critique de la démocratie. Vous muselez, au contraire, c'est d'affirmer les droits de la volonté générale contre ces volontés particulières qui s'insurgent contre elles et qui, par le biais d'une puissance économique qui serait celle d'un journal, prétendraient aller à l'encontre de l'intérêt tel qu'il est manifesté par le désir majoritaire dans les urnes. C'est aussi ce qui faisait dire à Napoléon III, indépendamment de cette considération sur le rôle de la presse, que le référendum lui donnait, sur le long terme, une légitimité qui ne devait pas être remise en cause. Je crois que cette notion que l'on pourrait appeler de démocratie souveraine, j'emploie l'expression qui est celle de Poutine et de ses amis, est une autre variante de ces pathologies de la démocratie. De même qu'il y a eu ces autres variantes qui étaient celles des totalitarismes du XXe siècle. Mais il faut tous les contraires, tous les comprendre comme une volonté de simplifier la démocratie, de la réduire à une recette simple, de l'enfermer dans un principe qui soit celui, au lieu de la complication de la représentation, l'enfermer dans un principe d'incarnation, au lieu
d'un principe de délibération et de discussion, l'enfermer dans un principe de l'acclamation, au lieu d'un principe qui est celui d'essayer de démultiplier les formes d'expression de la souveraineté, les formes d'expression de la généralité, de l'enfermer dans une seule définition simple. Cette façon de concevoir les pathologies de la démocratie doit pour nous s'insérer dans une vision à la fois inquiète et lucide de la démocratie. Inquiète parce que la démocratie est fragile. Ce que nous a montré l'histoire, tout de même, c'est que les ennemis de la démocratie n'ont pas simplement été les puissances du passé. Les ennemis de la démocratie ont souvent été ceux qui prétendaient l'accomplir en la simplifiant, ceux qui prétendaient l'accomplir en la réduisant à une seule de ses dimensions. Ce serait trop facile de critiquer un certain nombre de représentations négatives de la démocratie en disant qu'elles sont extérieures à la démocratie. Non, elles ne sont pas extérieures à la démocratie. Elles sont simplement l'expression d'une vision réduite, simplificatrice, tronquée de ces problèmes et de ces difficultés. Dire cela, c'est donc aussi être lucide sur les difficultés de la démocratie. Ne pas être des démocrates triomphalistes, pensant savoir ce qu'elle est véritablement. La démocratie ne peut se construire que se progresser dans la lucidité sur ses problèmes, sur ses difficultés, sur ses contradictions, sur ses tensions, sur le fait qu'elle doit constamment avoir un rapport de lucidité à ces difficultés. C'est ce qui a manqué certainement à l'Occident quand il a prétendu être un professeur de démocratie pour le reste du monde, prétendant savoir ce qu'était la démocratie, prétendant l'avoir pratiquement définitivement accomplie, et donc prétendant être un exportateur de cette démocratie vers ceux qui commençaient simplement à l'appréhender, à l'appeler. Non, je pense que la meilleure façon de défendre la démocratie, c'est de comprendre que nous sommes toujours des apprentis en démocratie et que nous avons toujours de façon lucide à comprendre pourquoi elle produit encore des désenchantements, pourquoi elle produit des déceptions, et que ce n'est pas au nom d'un capital qui serait déjà acquis qu'il faut discuter ce qui pourrait la menacer, mais c'est au nom d'une connaissance de ces difficultés, justement, qu'il faut la faire progresser. On ne peut pas répondre à ce qui menace la démocratie sans avoir un projet de la développer et de la faire progresser. Car ce qu'on appelle le populisme, le mot pourrait être très bien discuté, ce qu'on appelle le populisme est à la fois le symptôme d'une détresse réelle, le symptôme d'une insatisfaction profonde, mais en même temps une expression perverse de la réponse à cette difficulté. Il exprime à la fois, il oscille entre un désenchantement politique, un désarroi social. Il se nourrit de ce qui est le plus sûr des sentiments ennemis de la démocratie, c'est le ressentiment. Et le ressentiment, c'est le lien de l'impuissance à un sentiment d'opacité. Le ressentiment, c'est quand on cumule une déception et une impuissance. Je pense que ce cumul de la déception et de l'impuissance est ce qui vide de sa substance même à l'intérieur des démocraties, et c'est de là qu'il faut partir pour essayer de les recomprendre et de les défendre. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Nous pouvons être critiques des insuffisances de la démocratie. Nous pouvons bien voir ce que sont ces inachèvements, ce que sont ces difficultés, mais pour reprendre une expression que j'employais dans mon introduction, nous sommes encore loin d'avoir l'intelligence de nos impatiences, l'intelligence de nos déceptions, l'intelligence de nos désenchantements.
Cela a été le cas dans toute une partie de l'histoire. Au milieu du XIXe siècle, les républicains voyaient bien que la définition que lorsque Napoléon III se prétendait plus grand démocrate qu'eux, parce que assis sur un plébiscite de millions de Français, parce qu'il prétendait juguler la presse, comme je l'ai dit, parce qu'elle n'était qu'un pouvoir privé, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette définition de la démocratie. Mais ils n'ont pas été capables d'articuler véritablement leurs critiques. Ils disaient simplement, dans une société future, il faudrait des objectifs qui soient identiques, mais qui ne soient pas manipulés par une personne. Mais ils n'avaient pas expliqué pourquoi cette critique de la presse était une atteinte à la démocratie et pas simplement une atteinte au libéralisme. On a besoin d'une définition démocratique de la démocratie pour la défendre véritablement contre ses ennemis et pas simplement d'une théorie libérale de la démocratie. Cela me paraît quelque chose d'absolument essentiel. Donc, mon message est simple. Il n'est pas simplement de stigmatiser des mouvements qui existent, mais de trouver les moyens et de trouver les formes qui puissent proposer à nos sociétés européennes des types de réponses qui en décomposent d'une certaine façon ou qui en réduisent la pression. Réduire la pression et réduire en quelque sorte cette montée en puissance qui est le grand problème devant nous pour les années à venir. Cette montée en puissance sur des modalités très diverses, mais cette montée en puissance indéniable de ce qu'on pourrait appeler cet esprit du populisme, eh bien, on ne pourra le combattre, on ne pourra y répondre que sur la base de cette lucidité que j'ai indiquée, mais sur la base aussi d'une forme de développement de nos démocraties. Une forme de développement de nos démocraties qui n'est pas simplement celle des institutions, mais qui, par exemple, dans l'ordre de la représentation et la multiplication, je dirais, de ces récits qui font connaître la société. Il y a une dimension narrative, une dimension cognitive dans la représentation qui n'est plus véritablement honorée aujourd'hui. Il faut également reconstruire des institutions de solidarité si l'on veut écarter le spectre de l'homogénéité et de l'identité comme seule modalité de production du commun. Il faut enfin en démultiplier les figures, et comprendre justement pourquoi la démocratie ne peut pas simplement s'organiser autour du principe électoral. Le principe électoral est le moment qui donne le dernier mot en démocratie, parce qu'on peut tout discuter sauf le fait qu'il y a une majorité électorale. Mais ce moment de vérité des démocraties, ce moment régulateur, ce moment qui construit ce qu'on pourrait appeler une démocratie d'autorisation n'est pas suffisant. Il faut que la démocratie s'enrichisse et s'élargisse à d'autres principes et non pas simplement qu'elle se construise comme une sorte de superposition sur la modalité d'un millefeuille du principe électoral. Et je crois qu'à un moment, c'était une tendance ou une tentation. Peut-être que c'est un point intéressant à discuter ici, en cette terre de Genève. Mais que le progrès de la démocratie, ça n'est pas la multiplication seulement des élections. C'est la multiplication des formes de représentation. C'est la multiplication des lieux d'espace de la généralité. C'est le fait de lier l'autorisation au contrôle, à la reddition de comptes, aux autres modalités d'expression d'un intérêt général. Ce qui doit nous faire réfléchir sur ce plan-là, c'est qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, il était fréquemment dit que la technologie moderne permettrait de suppléer et de surmonter toutes les difficultés du gouvernement représentatif. Parce qu'avec cette technologie moderne, chacun pourrait voter tous les soirs devant son poste de télévision. Mais on voit bien que techniquement, il serait possible d'organiser 20 référendums par jour. Et pourquoi ce ne serait pas démocratique ? Il faut répondre à cette question-là. Et pourquoi ça n'est pas démocratique ? Pourquoi ça ne serait pas démocratique ?
Parce que le but de la démocratie, justement, ce n'est pas simplement d'additionner des décisions. Le but de la démocratie, c'est de construire de façon argumentée un monde commun. Et le référendum, les élections ont évidemment leur place, et peut-être essentielle à certains moments dans cela, mais ils ne peuvent pas simplement être le vecteur, justement, de la construction du commun. Et c'est pour cela qu'il faut avoir, en quelque sorte, une théorie démocratique, si je puis dire, de la limitation, des limites, je dirais, d'une vision illimitée du référendum. L'avenir de la démocratie, ce n'est pas le référendum permanent. Non pas simplement, car comme le disait Renan, il ne faut pas confondre le caprice de l'instant avec l'expression de la volonté générale, mais parce que le but est de construire une politique. Le but est de construire, et non pas simplement de gérer des décisions qui, mises bout à bout, pourraient ne pas construire elles-mêmes une politique. C'est cela qu'il y a d'important dans la représentation. Ce que la représentation a, dans certains domaines, de supérieur à la démocratie directe, c'est que la représentation donne en quelque sorte une dimension de temporalité et de délibération à la démocratie. C'est de cela aussi qu'il faut tenir compte. Je vois en conclusion que sur vos têtes, votre perplexité n'a cessé d'augmenter pendant cette année. Mais si véritablement c'est ce que je lis sur vos visages, eh bien je suis plutôt satisfait d'être arrivé à cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. On va voir si votre hypothèse de la fin se vérifie, si cette perplexité se manifeste. Donc, on a un moment pour les questions. Il doit y avoir des micros normalement sur la gauche et sur la droite. Ah, alors il y a déjà une question ici. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question, mais c'est une petite observation. Évidemment, on peut adhérer à votre discours sur la démocratie, c'est évident. Mais un exemple que vous avez donné, quand même, apporte un peu d'ombre ou une amalgame à votre discours. À votre permission, vous avez comparé, en Amérique latine, par exemple, un Chavez, un Morales avec Evita Perón ou avec des partis ou leaders politiques en Europe. D'un côté, vous avez des mouvements, des leaders ou des partis politiques qui minent la démocratie, ça c'est évident, de l'Autriche à France ou des exemples que vous avez donnés dans des pays justement flamands et autres. Et de l'autre, ok, peut-être il y a un discours populiste, on peut critiquer évidemment Morales, Chavez, etc. pour certains aspects de leur politique, mais il ne faut pas oublier que dans ces pays-là, il y avait 70 à 80% de pauvreté et il y avait des exclus. Donc ces personnages, quoi qu'on pense de ces personnages, de leur gouvernement, ils ont quand même investi dans l'enseignement, dans la santé, ils ont donné une expression quand même à des immenses couches populaires qui étaient exclues de la démocratie. On ne peut pas comparer, je crois, que d'un côté, des populistes qui minent la démocratie, de l'autre côté, malgré leurs défauts, qu'ils font avancer quand même la cause démocratique. Votre question est une très bonne question. Je n'ai jamais dit qu'il fallait comparer ces régimes-là. De même que derrière le mot totalitarisme, peut-on comparer au sens strict du terme
le fascisme italien, le nazisme allemand et le stalinisme, il y a beaucoup de différences aussi. Ce qui me semble important de montrer, c'est que dans les pathologies de la démocratie, il y a des grandes figures qu'on en retrouve. Il y a des grandes figures concernant le langage politique, concernant la représentation, concernant la prétention à l'incarnation, concernant le rôle de l'élection. Il y a tout un ensemble de grandes figures et qui apparaissent sous des configurations différentes à chaque fois, mais qui, bien sûr, se lient aussi, d'abord, parfois ce sont des régimes, d'autres fois ce sont des idéologies, et dans des contextes complètement différents. Bien sûr que je ne fais pas le lien entre Chavez et Heider, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de montrer que toutes les pathologies de la démocratie prennent des figures empreintes, des figures de simplification de la démocratie de même nature. Ça ne veut pas dire que les régimes qui sont liés à ces simplifications sont tous les mêmes régimes et qu'ils ont tous les mêmes politiques. Ça n'est absolument pas ça. C'est dire, si on veut réfléchir à la démocratie, il faut bien voir ce qu'il y a de commun depuis le début de l'histoire de la démocratie. Car en tant qu'historien, je peux très bien montrer que ces tentations de simplification, elles ont été à l'œuvre dans les différents pays dès le XVIIIe siècle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc je ne veux pas dire que toutes ces simplifications, c'est la même chose. Je veux montrer qu'elles prennent toute leur origine dans le déni, en quelque sorte, de la complexité, de la contradiction démocratique, disons, d'une certaine façon. Mais ça n'est pas pour assimiler tous ces régimes-là. Je pense même d'une certaine façon que concevoir les pathologies de la démocratie sur le mode où je le fais permet de dépasser tout un certain nombre d'équivoques, même sur le nom de totalitarisme, en proposant un cadre historique général de ce qu'ont été les pathologies de la démocratie. Mais en sachant à chaque fois que ces pathologies prennent des figures différentes. Quand le premier secrétaire de l'Union soviétique dit « puisque le parti est la société, le comité central est le parti, et moi je suis le comité central, donc je suis la société », comme dirait cette pyramide d'équivalence que Trotsky discutait en disant que Staline était beaucoup plus fort que Louis XIV, puisque Louis XIV disait « l'État c'est moi », alors Staline pouvait dire « la société c'est moi », eh bien je ne vais pas comparer cette pathologie de la représentation avec un populisme d'aujourd'hui. Mais je vais montrer que dans tous les cas, il y a une même négation d'un certain nombre de choses essentielles dans la démocratie. Qu'ensuite, ça prenne des formes qui sont extraordinairement différentes dans leur gravité et dans leur modalité d'expression, c'est certain. Mais moi, mon but, c'est bien de montrer qu'il y a une possibilité de dessiner un cadre général aux pathologies de la démocratie. C'est cela mon but. Ce n'est pas de dire que toutes ces pathologies se comparent. Vous voyez la différence. Merci. Il y a un monsieur là. Vous avez un micro ou bien je voudrais faire passer le micro vers ce monsieur qui est au milieu. Encore un peu. Encore, vous y arrivez. Tout un chemin. Bonsoir, merci de votre conférence. J'aime bien votre propos. Construire un monde commun argumenté. J'ai envie d'ajouter avec un désir de compréhension des problèmes qui se posent. Et je le dis comme ça parce que j'ai l'impression que dans notre société d'aujourd'hui, au regard, je dirais, du succès des débats, qu'ils soient télévisés, qu'ils soient à la radio, au succès des intellectuels, qu'il y a quand même dans les populations un éclairage, un intérêt pour la compréhension des problèmes de notre société. Et ça me pose question, donc ça me pose question en rapport avec ce qu'on peut voir et peut entendre des politiciens. Alors, Sarkozy en a été le modèle, c'est-à-dire à gouverner à hauteur de l'opinion populaire. Et c'était frappant de voir qu'on puisse, dans nos démocraties
finalement intelligente, instruite, avoir des politiciens, soit dans le verbe et dans le faire. Il y a quelque chose d'un... Vous terminiez en disant qu'il y avait quelque chose d'incompréhensible. Vous voulez peut-être répondre? Oui, je peux dire très simplement que il est évident que dans la plupart, pour des raisons qui seraient très longues à expliquer, mais que nous sommes entrés dans des démocraties politiques dans lesquelles il y a eu une professionnalisation de la politique. Alors que évidemment, ça n'était pas l'idéal. C'est la réalité que l'on peut discuter, que l'on peut essayer de diminuer, mais je vois que dans la société française, ça a plutôt augmenté, cette professionnalisation de la politique. Tous les nouveaux députés socialistes ont été des permanents, des gens qui étaient dans le syndicat étudiant, qui ont été assistants parlementaires, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, d'une certaine façon. Mais, vous voyez, je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire on peut le déplorer, je le déplore, très certainement comme vous. Mais que mon problème, c'est de savoir, je pense là que se forment des groupes qui s'isolent un peu du reste de la société, mais que la réponse aussi, c'est que la démocratie n'est pas simplement la démocratie des partis. La démocratie et des institutions, elle est aussi celle de la société civile. Elle est aussi celle de la société civile qui mène justement la vie plus dure pour exiger qu'il y ait de la reddition de comptes, pour faire qu'à côté de la démocratie électorale, il y ait une démocratie de contrôle beaucoup plus active. Si on se contente de se lamenter, ce dont on peut comprendre le ressort, sur la démocratie des politiciens, je dirais on n'ira pas très loin. Et c'est un petit peu aussi ce qu'il y a dans une certaine forme de populisme, c'est qu'on se contente d'être une contre-démocratie officielle. Je pense qu'il faut au contraire construire aussi la démocratie de la société civile, construire aussi la démocratie des institutions indépendantes. Et cela, c'est extrêmement important parce que c'est en partie à la portée de chacun d'entre nous. Transformer les partis politiques, ceux qui en sont membres s'y attachent. S'ils le peuvent, c'est autre chose. Mais en tout cas, nous pouvons tous élargir, si je puis dire, l'action de transformation démocratique en n'étant pas simplement dans la lamentation, même si l'on peut considérer que cette critique, en tout cas, de la démocratie politicienne, a des sérieuses raisons d'être formulée. Merci beaucoup de cette très belle conférence. Et vous avez raison, si certaines fois l'incompréhension doit se marquer sur nos visages, le mien, c'est certainement à votre crédit de vous faire réfléchir. J'étais évidemment, dès le début, très intéressé par le premier problème que vous identifiez avec le populisme, qui est l'invocation, le goût, la dilection pour le référendum. Et vous avez invoqué finalement deux images différentes du référendum dans votre exposé. Le référendum à la Napoléon III, à De Gaulle, que je crois que vous n'avez pas cité, mais enfin ce référendum du chef de l'État ou de l'homme providentiel qui en appelle directement au peuple pour valider sa position contre la représentation. Vous avez à la fin invoqué une autre image du référendum, le référendum des tablettes, n'est-ce pas ? Tous les soirs, tous les jours, je peux voter, etc. Et aucune des deux images n'est extrêmement très attrayante. En Suisse, on connaît d'autres formes de référendum initiative et on voit que le grand parti populiste suisse utilise ces formes de façon assez intense. Mais je me demandais en vous entendant si le référendum, ce n'est pas aussi, dans une culture politique comme celle de ce pays, au contraire, ça peut être la continuité, la temporalité et la mémoire contre la décision immédiate. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que le référendum, il a aussi une vocation à corriger la décision politique pour imposer une certaine forme de continuité. Et que quand le référendum est gagné ou perdu, l'initiative est gagnée ou perdue à 52% ou à 58% ou à 64%, ce qui s'exprime dans la minorité qui a perdu trouve ensuite son relais aussi dans l'activité des représentants.
Donc je me demande, dans un pays qui est très allergique au contrôle de la constitutionnalité des lois, on n'a pas de cour constitutionnelle au plan fédéral, il y en a dans les cantons, le référendum, il a aussi une autre dimension. Et je me demandais si c'est un constat que vous pouvez partager, ou si vous y voyez au contraire les perversions que vous évoquiez tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, les pays les plus classiquement et anciennement démocratiques, et la Suisse est de ceux-là, sont, et ce n'est pas un hasard, les plus réticents aux formes comme le contrôle de constitutionnalité. Et ça, effectivement, je crois que ça doit faire beaucoup réfléchir. Alors que les pays plus nouvellement démocratiques, par exemple, ont adopté beaucoup plus facilement ces formes, comme les autorités indépendantes de régulation. Ont adopté plus facilement aussi l'existence de commissions électorales, de choses comme ça. Et pour moi, ça invite à réfléchir justement ce fait. Alors, je ne connais pas assez l'histoire et les pratiques du référendum en Suisse, mais je pense que c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien participer à un colloque un peu approfondi. Il faut écrire une théorie démocratique du référendum. Voilà. Mais le référendum n'est pas forcément que la démocratie. Ça, j'en suis absolument persuadé par ma connaissance profonde, disons, du Second Empire, par exemple. Et le fait aussi que je vois dans la société française, oui, Napoléon III aimait beaucoup la Suisse. Et le prince Napoléon a écrit plusieurs livres, comme vous le savez, sur la démocratie en Suisse. Mais il faut bien voir aussi qu'il y a des pratiques, il faut discuter le référendum à partir de pratiques qui sont très différentes. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de référendum fédéral, mais il y a énormément de référendums locaux. Et quand vous voyez un bulletin de vote aux États-Unis, enfin un bulletin de vote, le livret électoral aux États-Unis, dans bien des États et des comtés, c'est un bouquin de 400 pages. Et il y a à peu près une trentaine de référendums. Election Day, là, ils vont élire Obama, mais en même temps, ils vont élire des attorneys, des shérifs, des sénateurs, des membres de la Chambre des représentants, et répondre à tout un ensemble de référendums qui peuvent aller sur le fait de savoir s'il faut mettre du fluor dans l'eau pour éviter de prendre du dentifrice qui coûte trop cher, ou s'il faut transformer un certain nombre de choses dans les écoles. Donc là, ça pose véritablement la question de savoir quel est l'objet de ces référendums. Eh bien, je suis frappé par le fait que, à ma connaissance, il n'y a pas de livre sur la théorie démocratique du référendum. Donc, vous êtes dans un pays où, en tout cas, vous devriez participer à l'écriture de cet ouvrage. Merci. Madame. Bonjour, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez revenir sur les concepts et les liens entre le nationalisme, le populisme et l'identité nationale? Merci. Repartons du 19e siècle. Tout d'un coup, à la fin du 19e siècle, on voit qu'apparaît la question sociale de façon énorme. Et il y avait deux façons de répondre à la question sociale. La première façon, c'est de dire la question sociale, elle est le résultat du cosmopolitisme. C'est parce qu'il y a un capitalisme cosmopolite, et c'est un capitalisme cosmopolite en plus dont les dirigeants peuvent être souvent juifs, donc il faut moins de cosmopolitisme, l'économie nationale, et puis en finir avec une certaine catégorie de dirigeants. Et de l'autre côté, s'il y a la nation homogène, s'il n'y a plus d'étrangers, alors à ce moment-là, on aura une société dans laquelle la question sociale sera résolue. Et cette vision de la question sociale résolue par le problème n'est pas de discuter des mesures techniques de protectionnisme, je dirais une philosophie du protectionnisme anti-cosmopolitique et de l'identité et de l'homogénéité, ça a été extrêmement puissant comme mouvement en Europe. Le seul pays qui a résisté assez fortement, c'est l'Angleterre, qui était, on disait, la Free Trade Nation. Parce qu'au contraire, le commerce ouvert était la défense du pain bon marché. Donc c'était, au contraire, les syndicats et tous les mouvements populaires appuyaient le libre-échange, ce qui n'était pas le cas dans les autres pays de l'Europe. Et c'est contre ça qu'est née la social-démocratie.
La social-démocratie a dit non, la solution, ce n'est pas le national-protectionnisme, la solution, c'est la réforme sociale. La solution, c'est l'État-providence. La solution, c'est la négociation collective. C'est de construire justement les institutions de la solidarité, de la redistribution et de la régulation sociale. Et le conflit, il a été très fort juste avant la Première Guerre mondiale. Il y avait ces deux puissances qui luttaient l'une contre l'autre. Et après la Première Guerre mondiale, il y a des pays où c'est le mouvement national protectionniste qui a gagné en Allemagne, d'un certain point de vue, et qui a gagné en Italie. Alors que dans d'autres pays, c'est une autre vision, on peut dire républicaine sociale ou social-démocrate au sens très large du terme, qui l'a emporté. Et pour l'historien que je suis, c'est quand même frappant de voir les rapports que l'on peut faire entre les débats des années 1890 en Europe et ceux d'aujourd'hui. Parce qu'on voit effectivement des thématiques, des formes d'opposition, des idéologies, des appréhensions à la fois de la société et de la démocratie qui présentent des analogies extrêmement marquantes. On va pouvoir prendre que deux questions, parce qu'après on va devoir terminer, mais là, il y en a une qui est là. Je vous remercie pour cette excellente conférence. Je voudrais vous poser une question naïve, peut-être un peu trop naïve, mais vous avez mis l'accent à plusieurs moments dans votre conférence sur une opposition qu'on pourrait appeler une opposition de discours entre, disons, une forme de simplicité ou de simplisme apportée par le populisme sur la scène de la discussion sociale, une simplification donc de l'idée démocratique qui est apportée par le populisme. Évidemment, en face, un discours plus complexe, le discours de la démocratie, peut-être avec un grand D, le discours donc de la pluralité, de la diversité, de l'évolution, de la multiplicité des formes, de la fluctuation, etc. Et c'est, si j'ai bien compris, dans cet esprit que vous proposez, un peu pour sauver nos démocraties européennes, de mettre l'accent encore plus clairement sur ce caractère, disons, en constante redéfinition de la démocratie, en imaginant que ça pourrait être un rempart efficace contre le populisme. Mais on peut imaginer un détracteur qui viendrait vous dire, mais justement, le populisme fonctionne lorsqu'il fonctionne. Par cet effet de simplicité, de simplification, et dès lors, on aimerait pouvoir lui opposer un discours d'une simplicité, disons, équivalente. On aimerait pouvoir dire aussi la démocratie, c'est simple. Est-ce qu'il y a un moyen simple de dire la démocratie? C'est le caractère naïf de ma question, bien évidemment, qu'on peut, disons, imaginer. Par exemple, un ensemble de règles simples partagées par une communauté pour vivre ensemble. Oui, mais ce que vous appelez des règles simples dans une communauté pour vivre ensemble, c'est assez compliqué à mettre en place. Donc, je crois qu'il y a le sentiment aussi dans la société qu'il y a des tensions et des contradictions, que lorsque l'on dit le peuple parle, que ça n'est jamais simple, que après tout, même chacun a des formes d'expression et de rapport au collectif qui évoluent dans le temps. Et que la simplification, c'est ceux qui disent, au fond, toutes ces difficultés viennent du fait qu'on est trop exigeant en démocratie. Si on disait simplement, c'est les théoriciens minimalistes de la démocratie qui disent, la démocratie, n'en demandez pas trop. La démocratie, c'est simplement empêcher la tyrannie. Et donc, c'est faire en sorte que les gouvernants puissent être sortis du jeu par l'élection. Donc, cette définition très minimale de la démocratie, elle est, je pense, pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante parce que personne ne peut penser qu'elle est opératoire. Encore une question, le micro est là. Mais merci beaucoup. Vers la fin de votre exposé, vous avez employé une formule avec laquelle il est obligé
adhérer. Enfin, quand vous dites que la démocratie, c'est la recherche de la construction d'un monde commun, la construction de valeurs, et puis c'est impossible de ne pas être d'accord avec ça. Mais si je me faisais l'avocat du diable, en me référant à ce paradigme de Michigan que vous décrivez ici et là dans vos livres, à savoir que quand des gens prennent position dans une démocratie, ils le font très rarement en connaissance de cause, mais en se laissant guider par une sensibilité, par une expérience personnelle, par quelque chose qui n'a, à la vérité, pas grand-chose à voir avec le fond. Est-ce que ce constat, qui pourrait être désespérant, ne devrait pas nous empêcher de dire simplement la démocratie, c'est la construction de valeurs communes, parce qu'on sait que ces valeurs communes sont certes postulées, mais que dans les faits, on ne peut pas les construire. C'est la définition même du suffrage universel. Ce qui fait la force du suffrage universel, c'est qu'il met toutes les raisons à égalité. Certaines personnes votent parce qu'elles ont beaucoup réfléchi. D'autres personnes votent parce qu'elles ne peuvent pas supporter la photo d'un tel. D'autres personnes votent parce qu'elles ont un coup de cœur de dernière minute. D'autres personnes votent par dépit. Les gens votent pour des tas de raisons différentes. Mais si le suffrage universel a une fonction, je dirais, de régulation pacifique dans les sociétés, c'est qu'il ne choisit pas. Entre celui qui réfléchit beaucoup et celui qui a un coup de tête, on ne fait pas la différence. Donc ça, je crois que c'est une vertu positive du suffrage universel, très positive. C'est qu'il met égalité toutes les raisons. Car qui dirait quel est le bon raisonnement? Qui dirait quelle est la bonne méthode de choix? Qui dirait quel est le bon citoyen et quel est le mauvais citoyen? Quand on commence à faire cette distinction, on en arrive aux visions capacitaires en disant, bon, on est citoyen à bac plus 3, peut-être à bac plus 5, ou bien, voilà, c'était les théories même du suffrage capacitaire. Et le propre du suffrage universel, c'est de mettre toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, à égalité. C'est très important. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, que l'on cherche à enrichir le forum, à enrichir le débat public. Et ça, c'est ce que font des associations, c'est ce que fait la connaissance, et ce qu'apporte aussi, je dirais, des formes d'intercompréhension. Ce qui manque dans nos sociétés contemporaines, c'est que c'est une expression que Michelet employait déjà pour la France au moment de 48. Il disait, le problème de la démocratie française, c'est que, j'emploie son expression, nous sommes dans une terrible ignorance les uns des autres. Eh bien, une démocratie fonctionne bien aussi. Une démocratie fait la chasse au principe d'identité, fait la chasse au principe d'homogénéité quand il y a des mécanismes d'intercompréhension, quand la société se sent racontée. Et quand il n'y a personne qui a l'impression que sa vie ne compte pas parce qu'elle n'est pas racontée, elle n'existe pas dans le forum, elle n'a pas sa place. Donc moi je prêcherais beaucoup pour mettre en avant cette dimension d'intercompréhension, cette dimension, je dirais, de narration démocratique, qui me semble absolument essentielle. Quant aux raisons, je n'ai pas de motif de croire que mes raisons, lorsque je vote, sont meilleures que celles qu'une formation différente de la mienne ou moins d'années d'études, disons, derrière moi. Sinon, ce serait revenir au principe du prince souverain. Heureusement que nous ne sommes pas gouvernés par les savants. Voilà. C'est ce qu'on peut dire en démo. Il faut le dire dans une université tout de même. Voilà. Avant de conclure, j'aimerais vous annoncer notre prochaine conférence Histoire vivante qui aura lieu le 6 décembre sur l'histoire de la fin du monde, puisqu'elle est prévue pour bientôt. Et j'aimerais terminer en prenant congé de vous et surtout en remerciant infiniment le professeur Rosan Vallon pour cette très belle conférence.